Culture anglo-saxonne oblige, il en va de même de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, on ment autant qu'ailleurs, mais on est très acharné dans la chasse aux menteurs. Le détecteur de mensonges, dernier cri, c'est ici qu'on le trouve. Nous sommes à Boston, aux USA. C'est l'un des rares endroits dans le monde où l'on peut utiliser un IRM pour aller voir la signature du mensonge dans notre cerveau. Recourir à l'imagerie magnétique pour dénicher les menteurs, c'est la spécialité de Cephos, une société privée créée en 2004. Les responsables de ce centre nous garantissent que grâce à la résonance magnétique, il est possible de lire le mensonge dans notre cerveau. Eh bien moi, j'ai décidé de tester pour vous. Dans le scanner, on va vous soumettre à des questions. Et pour y répondre, vous appuierez avec ce doigt pour le oui et ce doigt pour le non. OK? Patron de Cephos, Stephen Laken a une formation en biologie et en médecine moléculaire. Mais il s'est initié aux neurosciences et a mis au point sa méthode avec des neurologues. Avant de passer ses clients au scanner, Stephen Laken les fait s'exercer à blanc sur un ordinateur portable, car le protocole très précis exige de l'entraînement. Pour tester le détecteur mis au point par Stephen Laken, Luigi a décidé de lui raconter une histoire absolument véridique, une affaire d'excès de vitesse qui lui a valu un retrait de permis. Et c'est à partir de cet événement anodin qu'on pourra voir si Stephen Laken et sa machine sont capables de distinguer la vérité du mensonge. Tout au long du test, deux types de questions seront posées à Luigi. Des questions banales, auxquelles il doit répondre par la vérité, et des questions en relation avec cette affaire d'excès de vitesse, qui sont répétées à plusieurs reprises. Parfois, l'ordinateur demande à Luigi de mentir, puis à d'autres moments, il ne lui donne aucune consigne. Stephen Laken n'a jamais accès aux réponses de Luigi. On peut déceler avec beaucoup de certitude si quelqu'un est en train de mentir ou non, simplement en regardant dans son cerveau ce qui se passe pendant qu'il répond aux questions. Nous activons tous les mêmes réseaux de neurones lorsque nous répondons à des questions par oui ou non et que nous mentons en y répondant. Pour savoir si Luigi dit la vérité, Stephen Laken va mesurer l'activation des différentes zones du cerveau. D'après lui, l'activité cérébrale d'un menteur sera plus intense que celle de quelqu'un qui dit la vérité. Et il affirme que sa méthode est fiable à 97%. Mais pour obtenir un résultat précis, il faut calculer les données, ce qui prend une bonne journée. En attendant le verdict de l'ordinateur, Luigi doit donc patienter. Vous lui avez menti sur l'endroit où vous alliez? C'est vrai. T'allais jamais nulle part, c'est pour ça que je t'ai quitté. La méthode de Stephen Laken est aujourd'hui bien rodée. Depuis la création de sa société, il a déjà analysé le cerveau de nombreuses personnes qui voulaient faire la preuve de leur bonne foi. Sa clientèle est très variée, des prévenus de tout genre, des maris soupçonnés d'adultère ou des employeurs accusés de mobbing. Tous nos clients sont des gens qui affirment dire la vérité et surtout qui veulent prouver que leurs propos sont véridiques. Ce ne sont pas des gens qui sont amenés par la police ou soumis à des interrogatoires. Ils veulent seulement démontrer qu'ils disent la vérité. Prouver sa bonne foi devant un tribunal, c'est précisément ce qu'a dû faire Bob, après avoir été condamné pour ivresse au volant. J'ai conduit en état d'ébriété et on m'a d'abord retiré mon permis de conduire pendant 8 ans. Mais après 2 ans, on m'a autorisé à conduire pendant un nombre d'heures limité. Avec mes charges familiales, j'avais besoin d'une autorisation prolongée. J'ai essayé de l'obtenir plusieurs fois devant la justice, mais ça n'a pas marché. Et puis j'ai été mis en contact avec Steve. Et je me suis dit que ça valait peut-être la peine. Quand j'ai entendu parler de sa méthode, j'ai commencé par rigoler. J'étais déjà passé dans un IRM suite à un accident. Et je pensais pas qu'on pouvait aller si loin. Mais je me suis dit qu'au point où on en était, ça valait le coup d'essayer pour récupérer mon permis à 100%. Le scanner a confirmé que Bob disait vrai lorsqu'il affirmait avoir cessé de boire. Pourtant, les résultats du test n'ont pas suffi à convaincre les juges. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, aucun tribunal américain n'a accepté comme preuve de vérité un examen par IRM.
Mais le pas sera peut-être bientôt franchi. 2 tribunaux doivent statuer prochainement sur la recevabilité des tests faits dans un scanner. Pour l'heure, il est temps pour Luigi d'aller voir les résultats. Alors Steve, qu'avez-vous vu? Mon histoire d'excès de vitesse, c'est une histoire vraie ou je l'ai inventée? C'est une histoire vraie. Vous avez raison. Bien. Nous estimons que lorsqu'une personne commence à mentir, elle doit penser à la fois à inhiber la vraie réponse et à communiquer la réponse fausse. Ce processus est maîtrisé par le cortex singulaire antérieur, tandis que la communication, elle, est gérée par la partie orbitofrontale du cerveau. En fait, quand je mens, mon cerveau consomme plus de sang et d'oxygène. Oui, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'activité cérébrale lorsque vous racontez des mensonges que lorsque vous dites la vérité. Cette façon de détecter le mensonge est sérieusement contestée par la plupart des scientifiques. Ils sont nombreux à penser qu'il est bien trop prématuré pour commercialiser une telle méthode. Au MIT, le célèbre Massachusetts Institute of Technology, on remet en cause le bien fondé de toute la démarche. Bien sûr, les mensonges demandent plus de travail mental et rendent les neurones plus actifs. Mais ces mêmes neurones seraient tout autant actifs en faisant n'importe quoi d'autre, des calculs arithmétiques par exemple, ou tout simplement en pensant très fort à ce qu'on va faire en sortant du scanner, ou n'importe quelle autre tâche mentale. Si je vous mettais dans le scanner et vous disais « Pensez à n'importe quoi pendant 3 minutes et faites autre chose, et puis après mentez et pensez à quelque chose d'autre ». Si j'essayais de comparer ce que vous étiez en train de faire durant ces 3 minutes avec vos réponses aux questions, il y aurait évidemment des tas de choses que vous pourriez faire sur un plan cognitif et qui pourraient affecter les résultats. Mais dans notre situation, vous étiez activement engagé. On vous a demandé d'appuyer sur les boutons « oui » et « non ». On a varié les questions pour éviter que ce soit toujours « oui » ou toujours non. On a formulé différentes questions qui vous ont fait réfléchir, des questions complexes. Donc notre protocole vous oblige à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Au-delà du débat sur la technique elle-même, les scientifiques contestent plus généralement la possibilité de déceler dans le cerveau un processus aussi complexe que le mensonge. C'est un problème scientifique extrêmement compliqué à résoudre. On a déjà vécu la même histoire avec le polygraphe. Lorsqu'on est très motivé pour trouver un moyen facile de prouver que les gens mentent, avec en plus cette idée ridicule que le cerveau ne ment pas, si on ajoute à ça des gros intérêts commerciaux, il y aura beaucoup de gens pour dire qu'ils ont trouvé la méthode pour détecter le mensonge. C'est ce qui s'est passé pendant des années avec le polygraphe. Il doit y avoir du scepticisme dans la science. Ce qu'il y a de bien avec la science, c'est que si les choses restent ouvertes, qu'on peut en discuter, qu'il y a un dialogue, on devrait aboutir à la bonne réponse. Et comme scientifique, on devrait le savoir. Mais ce n'est pas réaliste de dire qu'il pourrait y avoir des erreurs dans la méthode ou dans la technologie, alors qu'on n'a pas fait de recherche sur la détection de mensonges et qu'on n'a jamais testé ces hypothèses. Personne de sérieux ne pense que c'est possible maintenant. Les gens sont prudents lorsqu'ils se projettent dans le futur, parce que les progrès sont très rapides dans notre domaine. Mais la question cruciale, c'est comment pourrait-on valider cette technique de détection? Comment faire des recherches avec des gens qui sont réellement accusés de crimes graves, qui croient que l'IRM peut faire basculer leur destin? Ensuite, la recherche devrait déterminer objectivement s'ils ont commis le crime ou non. Si quelqu'un faisait ça à grande échelle et sans conflit d'intérêt, alors j'écouterais. Pour l'instant, personne n'a fait ça.